Effectivement, on peut tromper la sensation de l'amour sous hypnose. Pourquoi on voit que des filles sur les vidéos d'hypnose? Elles sont plus réceptives? Non, ça c'est glissant de ouf. Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va répondre à 10 questions que vous m'avez posées sur Instagram sur l'hypnose. Alors on va passer à la première question de Capita Olea. Est-ce que tout le monde peut être hypnotiseur? Ok, c'est intéressant. Effectivement, moi aussi je me suis posé cette question quand j'ai commencé parce que, pour rappel, je l'ai déjà raconté un peu sur TikTok, mais j'avais été hypnotisé sur scène par un hypnotiseur et à l'époque la vision que j'avais de l'hypnose c'est que c'était un petit peu magique, c'était lié au magnétisme, qu'il y avait des pouvoirs et du coup que c'était une forme de don. Et quand j'ai commencé à me renseigner, j'ai découvert en fait que c'est purement accessible à tout le monde, dans le sens où c'est que du verbal, du non-verbal, et effectivement tout le monde peut devenir hypnotiseur à partir du moment où il peut communiquer, que ce soit par la voix ou d'une autre façon. On peut se faire hypnotiser d'ailleurs uniquement par un texte par exemple. On peut s'auto-hypnotiser, donc il faut se retirer de l'idée que l'hypnose c'est un don ou un pouvoir. En fait c'est une capacité du cerveau à réagir, à communiquer avec soi-même ou avec les autres. Donc moi si j'ai envie de l'être, je peux. N'importe qui. Donc c'est vrai que c'est plus facile potentiellement pour certaines personnes que pour d'autres. En fait, ton aptitude de base à communiquer, on va la voir en hypnose. Par exemple, un commercial, quelqu'un dont le métier c'est justement de communiquer, il utilise déjà plein de techniques d'hypnose. C'est-à-dire que le jour où il va se former à l'hypnose, en fait, il va pouvoir se rappeler de ce qu'il utilise quand il parle à ses clients, il va pouvoir se remémorer des concepts qu'il utilise et même il a une aisance sociale qui va lui permettre d'être beaucoup plus à l'aise en hypnose. Je pense que l'hypnose, en fait, la plus grande difficulté, c'est le premier pas, c'est se dire là, je vais oser aller essayer d'endormir quelqu'un, sortir dans la rue, puis faire des spectacles. Et c'est ça la difficulté de l'hypnose, c'est en fait une notion d'aisance à l'oral, d'aisance sociale. Mais effectivement, les gens qui ont ce prérequis-là, ils vont avoir une bonne disposition à devenir hypnotiseur. Ok, donc on va passer à la deuxième question. Alors, question de SK Iprax. La plupart des personnes ont-elles peur de l'hypnose? J'en rencontre beaucoup. Dans la rue, oui. En spectacle, non. Je pense que c'est très contextuel. En fait, je pense que les gens, ils ont peur d'un contexte et d'une personne plus que de la pratique. En fonction du moment où on capte la personne, de qui elle est accompagnée, de ce qu'elle fait, elle va pas avoir du tout le même ressenti. Par exemple, quand je vais faire de l'hypnose à Châtelet, là, souvent, les gens sont en groupe, ils peuvent être par 5-6, ils sont partants, ils ont pas peur. Maintenant, si je fais de l'hypnose sur un autre type de public ailleurs, là, je peux avoir des résistances, des gens qui ont besoin que pendant un long moment, on leur explique que l'hypnose, c'est sans risque, etc. Mais effectivement, les gens ont beaucoup d'a priori sur l'hypnose. Beaucoup de gens, comme j'ai dit sur la dernière question, considèrent l'hypnose comme un don, un pouvoir, donc une emprise plus forte que ce que ça n'est réellement. Et effectivement, on rencontre des résistances par rapport à la peur. Quelqu'un qui a peur d'aller en état d'hypnose va plus résister à un niveau conscient, donc son esprit critique va plus se mobiliser dans le départ de la séance. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des méthodes pour contourner ça. Déjà, on va le rassurer, on va lui donner des éléments du contexte, et une fois qu'on a mis la personne en confiance, elle peut toujours avoir peur de l'état, mais en fait, une fois qu'elle va commencer à le vivre, elle va comprendre que c'est une partie d'elle-même qui est en train d'agir sur elle-même. Donc il est possible d'hypnotiser tout le monde en fait. Effectivement, tout le monde a une réceptivité à l'état d'hypnose, mais tout le monde n'est pas hypnotisable en spectacle. Il y a une différence à faire entre la capacité du cerveau à effectivement vivre cet état et la capacité de la personne à un instant T en spectacle aller en état d'hypnose. Souvent on parle de 20% des gens, mais en réalité on peut monter largement au-dessus avec des méthodes de contournement, avec de la patience, du temps, on peut viser jusqu'à 50% des gens. Et sur un aspect thérapeutique, donc il y a l'hypnose de spectacle d'un côté, l'hypnose thérapeutique de l'autre. Sur un aspect thérapeutique, on va pouvoir viser vraiment tout le monde, puisque c'est une capacité qui est naturelle. Quand l'inconscient, le cerveau, a vraiment très envie d'aller en état d'hypnose pour régler des choses, à ce moment-là, on débloque tout le potentiel du cerveau pour aller en état d'hypnose. Alors là, nous avons deux questions similaires. Alors on a MattBRRD qui nous dit pourquoi y a-t-il des personnes réceptives à l'hypnose et d'autres non? Et on retrouve Léa BLT qui nous dit pourquoi une personne est plus réceptive qu'une autre. Effectivement, c'est une bonne question. Donc ça reprend le sujet de la réceptivité. L'hypnose est un état aussi naturel que le sommeil ou l'éveil. C'est l'un des états dans lequel on passe au quotidien. Il y a des moments où on est en état d'hypnose. Il y a des moments où on ne s'en aperçoit pas, mais on rêve un petit peu, on se remémore un souvenir, on fixe un mur, on fixe l'horloge. Tous les moments où notre attention est complètement focalisée sur quelque chose, mais en même temps qu'on n'est pas en train de traiter l'information, consciemment, on est en état d'hypnose. Donc tout le monde est réceptif, mais effectivement, certains vont être plus durs à hypnotiser dans un contexte de spectacle.
faut dire que le contexte de spectacle, c'est avant tout une ambiance où on cherche à être émerveillé. Et dans ce cadre de spectacle, en fait, il y en a qui vont facilement lâcher prise, d'autres non. Certains ont une réceptivité naturelle qui est plus élevée, mais cette réceptivité est variée en fonction des individus. On va passer à la 4e question de Monsieur Pingouin du coup. Alors, un hypnotiseur peut-il être en état d'hypnose? Ouais, on est aussi réceptif. D'ailleurs, moi, je suis réceptif aussi, d'ailleurs. Et en fait, c'est rigolo parce qu'on pourrait penser que le fait de comprendre le phénomène empêche que ça fonctionne. Un peu comme un magicien, une fois qu'on est magicien, qu'on connaît un petit peu le mécanisme de la magie, on va être moins émerveillé devant un tour de magie. L'hypnose, c'est différent. Plus on comprend le phénomène, plus on peut l'approfondir. C'est pas nécessaire de comprendre parfaitement l'hypnose pour le vivre, mais le fait d'être informé, de le comprendre, de le concevoir peut même augmenter la réceptivité. D'ailleurs, nous, dans mon groupe d'hypnotiseurs avec lequel je fais beaucoup d'hypnose de rue, en fait, parmi nous, il y a beaucoup de réceptifs justement, parce que souvent, l'histoire des hypnotiseurs, c'est un petit peu comme la mienne, c'est on se fait hypnotiser un jour, on trouve ça génial et on veut reproduire la même chose. Question suivante de Alex the Eggboy. Pourquoi on voit que des filles sur les vidéos d'hypnose? Elles sont plus réceptives? Ok, j'avais été spoilé de celle-ci. Effectivement, c'est vrai que quand on regarde beaucoup les vidéos TikTok d'hypnose de rue, surtout de rue, on a tendance à voir globalement des filles. Je pense que elle est délicate sa question, il faut la mettre dans la merde. Mais... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la réceptivité, on observe que les filles sont majoritairement plus réceptives que les hommes. Il n'empêche qu'il y a quand même beaucoup d'hommes réceptifs. On explique cette différence de réceptivité par une capacité femme à être beaucoup plus dans l'ouverture d'esprit et dans la recherche de ces sujets-là. Et du coup, c'est vrai que déjà statistiquement, dans la rue, on va plus facilement en fait hypnotiser des femmes que des hommes. L'autre facteur qui joue, c'est que les hypnotiseurs créateurs de contenu, principalement, cherchent à faire de la viralité, plus de vues, et les vidéos avec les femmes fonctionnent mieux sur les réseaux sociaux. Mais toi, sur ton compte, on peut retrouver un peu de tout. Il y a du spectacle, des hommes, des femmes. Vraiment, il n'y a pas de choix physique, il n'y a rien. Oui, enfin, franchement, moi, quand je suis dans la rue avec quelqu'un qui vient me filmer, etc., en fait, je prends vraiment les gens qui viennent. Et ce que j'essaye de faire beaucoup, en fait, c'est de mettre une première personne par terre, par exemple, ça attire du monde. Et ensuite, enchaîner avec les gens qui regardent. Donc, il n'y a aucun filtre. Globalement, quand je suis dans la rue, je cherche à avoir juste les gens qui sont partants. Et c'est ça mon critère de sélection des gens. Question suivante de Adam Sinman. Quelle est la différence entre l'hypnose médicale et celui du spectacle? Ok. Ouais, je vais mettre d'un côté hypnose thérapeutique, hypnose médicale et hypnose de spectacle. Enfin, c'est pas 3 types d'hypnose, hein, c'est juste des contextes différents, je dirais. Donc, l'état d'hypnose, c'est le même concept dans toutes ces disciplines-là. L'état dans lequel on arrive, on l'appellera état d'hypnose, peu importe la discipline. C'est un état en fait où le conscient se met en retrait et on va accéder à l'inconscient. C'est deux notions de conscient-inconscient qui dicte un petit peu tout le rapport à l'état d'hypnose. Et avec ce concept de mieux pouvoir communiquer avec l'inconscient, on peut faire plein de choses. Moi, dans ma pratique, et ce que je montre beaucoup sur mes réseaux, c'est de l'hypnose de spectacle, qu'on peut aussi faire dans la rue ou dans tous les contextes. Mais on l'appelle hypnose de spectacle parce qu'il a vocation à montrer, à mettre en scène l'hypnose. On va d'ailleurs chercher à rendre en fait l'état d'hypnose impressionnant. C'est exactement comme un spectacle de magie, de mentalisme, ou tout autre spectacle qui vise à montrer un petit peu les capacités du cerveau de rendre la chose impressionnante. En hypnose thérapeutique, on va plutôt chercher à aider quelqu'un à poursuivre un objectif, à soigner des traumatismes, à travailler sur des émotions. Donc on va être dans de l'accompagnement et au même titre que n'importe quelle thérapie, du coup on va avoir une posture qui est différente. L'hypnose de spectacle, on va avoir une posture haute, autoritaire. L'hypnose thérapeutique, on va être sur une posture basse, d'accompagnement. On considère que la personne a toutes les solutions en elle et que nous, on est seulement là pour l'accompagner à trouver ses solutions par elle-même. On va beaucoup retrouver l'hypnose pour les anesthésies. Et là, on a plein de courants, hein, côté thérapie, côté médical, d'autres types d'hypnose qui vont chercher toujours à être dans le soin, l'accompagnement, mais qui pour le coup ne seront pas des démonstrations. À titre personnel, je pratique les deux. J'ai suivi une formation en hypnose thérapeutique et je me suis formé en autodidacte sur la partie spectacle. Et au quotidien, alors je fais beaucoup de spectacles et c'est ce que je montre sur mes réseaux sociaux, mais je fais aussi de l'accompagnement sur une palette assez large de thérapie. Alors question de Malouf Julien, je peux tomber amoureux de toi sous hypnose? Oui, oui. Effectivement, on peut tromper la sensation de l'amour sous hypnose dans un cadre très précis. En fait, on touche à des questions sur lesquelles il n'y a pas un consensus global, il n'y a pas non plus d'expériences particulières qui ont été menées sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que pendant un spectacle, et après chacun se fait sa vision de l'éthique par rapport à ça, peut donner la sensation temporaire de tomber amoureux d'une personne. C'est une suggestion que j'ai déjà vécue sur moi-même, on me l'a déjà fait faire, et pendant une dizaine de minutes, la sensation était réelle. Ce qui accompagne le sentiment amoureux,
amoureux n'existe pas parce que dans ce cadre très précis, pendant une suggestion hypnotique, on ne pense qu'à la suggestion hypnotique. En fait, on n'est plus du tout dans notre contexte de vie. Donc on a une seule chose à faire, c'est d'appliquer la suggestion. Certains la vivent pleinement, comme moi par exemple, d'autres la vivent seulement dans la partie action, mais ils ont toujours conscience que ce qui se passe n'est pas réel. Donc dans le cadre où en spectacle, on ferait tomber amoureux une personne d'une autre personne, effectivement on pourrait dire oui. Maintenant, à long terme, donner une suggestion qui reste après l'état d'hypnose, ça paraît quand même beaucoup moins crédible. On pourrait imaginer que dans certains cas de grosse réceptivité ce soit quelque chose de possible, mais bon, on est clairement complètement en dehors des limites de l'éthique et je pense pas que ce soit forcément nécessaire aujourd'hui d'en faire l'expérience. Je suis du courant de pensée des hypnotiseurs, je pense que l'hypnose peut faire plus que ce que la personne désire faire, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi d'être prudent dans sa manière de pratiquer l'hypnose, mais je pense que ce concept-là n'est pas forcément réalisable avec une seule suggestion. Et concrètement, c'est possible ou pas? Je comprends pas. Je dirais que en théorie c'est possible, en prenant en compte qu'il y a des gens quand même sur Terre qui sont ultra réceptifs, qu'il y a des types d'hypnose qui sont particulièrement forts sur certaines personnes, mais que dans la pratique, ça me paraît plutôt irréaliste. Alors, question de Monsieur Pingouin, encore une fois, peut-on rester bloqué dans un état d'hypnose? Ça, je pense que c'est la question qu'on me pose le plus fréquemment en hypnose de rue. Quand c'est comme ça, je leur donne en fait une métaphore de l'état d'hypnose qui est assez parlante et qui explique pourquoi en fait on peut pas rester concrètement bloqué. En fait, il faut imaginer l'état d'hypnose comme un point d'équilibre, donc on pourrait imaginer un balancier, et l'état d'hypnose au moment où on est pile à l'équilibre. L'état de sommeil quand on est dans cette position et l'état d'éveil quand on est dans cette position. Et en fait, on est en permanence quelque part situé en équilibre, soit ici, soit là, soit là. Par exemple, quand on s'endort, on va faire ça. On va passer en état d'hypnose. Quand on se réveille, on va faire ça. Donc, à un moment ou à un autre, on y passe. C'est un état qui est naturel, un état auquel on est habitué. Et il est impossible de ne pas se réveiller d'un état d'hypnose puisque c'est un état d'équilibre. Alors, effectivement, il y a des états très profonds d'hypnose. On parle souvent de l'état Esdale, par exemple. C'est un état extrêmement profond d'hypnose dans lequel on va perdre l'usage du corps et on va plus pouvoir communiquer avec l'extérieur. On va pas pouvoir consciemment se réveiller. Mais à un moment ou à un autre, comme un sommeil classique, on va finir par réémerger automatiquement. Et ça peut arriver dans la rue ou pas? Alors, l'état SDL, non. Et un état d'hypnose trop profond. Moi, la seule expérience que j'ai eue, c'est une personne qui s'est endormie parce que comme j'allonge les gens, c'est vrai que dans une position allongée, les gens ont tendance parfois à vouloir aller vers le sommeil. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est comme un état de sommeil normal. Donc, tu réveilles la personne exactement comme tu la réveillerais si elle dormait. Alors, question de Alia Park 31. Est-ce que ta voix a évolué depuis que tu pratiques? Je pense que oui. Je me souviens qu'il y a quelques temps, je regardais mes premières vidéos, je trouvais ma voix plus aiguë. Je pense que aussi mon ton, pas la voix, mais le ton que j'emploie a changé. En fait, quand on commence l'hypnose, on a tendance à vouloir en fait parler très bas ou très haut. Très haut en spectacle, pour être très autoritaire, et très bas quand on est face à une personne pour être soporifique, pour avoir une énergie un petit peu calme. Et en fait, pour faciliter l'état d'hypnose, aucun de ces deux tons-là est optimal. Parce que quand on chuchote, on a tendance à rendre la situation trop calme pour provoquer des phénomènes avec de l'énergie. Et quand on est trop autoritaire, en fait, on peut brusquer la personne. Quand on lève trop le son de la voix. En fait, le bon ton hypnotique, c'est en retirant à peu près un tiers de ton de sa voix d'origine. Et je pense que maintenant je l'ai plus, ce ton hypnotique, et que ça facilite en tout cas l'entrée en transe des gens. Et je pense que sa question pourrait poser une autre question, qu'est-ce qui se passe si un hypnotiseur change complètement de voix? Eh bah, pas grand chose. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'hypnose avec n'importe quelle voix. Maintenant, il y a des voix qui vont favoriser plus ou moins l'état d'hypnose. Tout comme il y a des yeux qui vont mieux provoquer la fascination que d'autres. C'est des petits détails, c'est pas essentiel pour faire de l'hypnose, mais c'est vrai que d'avoir une particularité physique peut aider à mieux pratiquer l'hypnose. Or, ta voix, il y a ton élocution qui s'est améliorée, non? Oui, alors, on peut parler par exemple de la prosodie, la façon dont les phrases s'enchaînent, les mots chantent. Et là, en fait, c'est vraiment l'habitude qui se prend. C'est-à-dire qu'au début, on s'inspire de modèles, on entend un hypnotiseur. Alors, il y a le cliché de l'hypnotiseur très posture haute. Il y a aussi le cliché de l'hypnotiseur un peu dans la manipulation. Il y a un ton commun à l'hypnose dont on s'inspire tous au début. Et au début, on est tous des clones de cette façon de parler. Et puis avec le temps, on développe un peu son style de parole. Et il faut se dire qu'en fait, il n'y a pas de mauvaise démarche tant que les mots sont bien compris et tant que, en tant qu'hypnotiseur, on est à l'aise avec sa façon de faire. Parce que c'est avant tout l'intention qu'on va mettre dans la voix qui va primer plus que le ton
Alors, question de Tristan TM. Peut-on être hypnotisé de manière permanente sur une très longue durée? Effectivement, hein, déjà on a les cas les plus... Enfin, le premier cas qui me vient en tête, c'est les opérations sous hypnose. Et souvent d'ailleurs, faut remettre aussi les choses un peu à leur place, c'est une anesthésie chimique complétée par un état d'hypnose. Au lieu de faire une anesthésie générale, on va compléter l'anesthésie par l'hypnose. Et là, ça peut être des durées vraiment prolongées. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'état d'hypnose, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas obligatoirement fatigant. Dans un contexte de spectacle, il y a une fatigue qui est inévitable parce qu'on rend les sujets très actifs et les suggestions qu'on leur demande beaucoup de ressources, d'énergie. Dans un contexte thérapeutique, ça peut être beaucoup plus prolongé et même si ce sur quoi on va tomber en thérapie peut être très fort, en fait, temporairement, on ne va pas avoir la sensation de fatigue. Parce qu'en état d'hypnose, on n'a pas la sensation de temps qui passe. On pourrait hypnotiser quelqu'un pendant 6 heures d'affilée et que cette personne se réveille en pensant avoir été hypnotisé pendant 30 minutes. Par contre, pour l'hypnotiseur, c'est très éprouvant. Moi, je ne me verrais pas dépasser 1h30, 2 heures d'hypnose. On clôture? Et il n'y a plus de questions là. Ouais, plus de questions. Il n'y a plus de questions. C'est la fin des questions sélectionnées. Ouais. De votre côté, derrière votre écran, je vous propose d'aller en commentaire pour poser vos questions auxquelles on répondra dans une prochaine vidéo. Merci à ceux qui ont posé leurs questions sur Instagram et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo.